Je vous parle du cas de Vincent, c'est un cuisinier, il fume beaucoup, jusqu'à 35 cigarettes par jour, 1 à 2 cigarettes la nuit même, il se lève. C'est un patient schizophrène dont la maladie est stable depuis 10 ans. Il travaille, un emploi, il souffre d'obésité, prend plusieurs médicaments qui agissent au niveau du système nerveux central. Et sa thérapie, qui a été instaurée il y a une semaine, consistait à un thème de 21 mg avec des pastilles de 2 mg, donc la forte concentration. Ça avait été bien ciblé au départ. On voit après une semaine qu'il en a pris en moyenne 6 par jour. Il revient avec des symptômes dépressifs, de l'insomnie, problèmes de palpitations, céphalée, puis des envies impérieuses persistantes. Alors, on a visiblement un patient qui est en carence nicotinique. Le thème transdermique. On a de moins en moins de problèmes avec l'ancien paradigme là, qui voulait que le dosage initial, que ce soit seul ou en association, que pour les patients qui fument 10 cigarettes et plus, il fallait donner un thème de 21, puis c'est la posologie universelle. Ou moins de 10 cigarettes par jour, préconiser un thème de plus faible concentration, 14. Puis il y a même des algorithmes de traitement qui vont proposer 7 mg pour les patients qui fument moins de 10 cigarettes par jour. C'est une méthode qui s'est trouvée, qui est adéquate dans seulement 35 des cas, versus l'ajustement de la pharmacothérapie, l'évaluation avec notre patient de son besoin comme tel. Alors, j'ai reproduit ici l'algorithme qui a été publié l'an dernier, sur lequel j'ai travaillé. C'est une initiative ontarienne, mais c'est publié à l'échelle du Canada pour le regroupement des pharmaciens pour un Canada sans fumée. Alors, vous voyez, on a une approche beaucoup plus interventionniste et beaucoup plus agressive, si vous me permettez l'expression, en termes de dosage de nicotine. Alors, pour les patients qui sont fortement dépendants, là, comme notre cas de Vincent, ben, il fume 30-35 cigarettes par jour. Alors, si vous regardez, il faudrait nécessairement débuter avec une concentration. On a plus de chances de réussir si on y va avec du 28 mg, 21 plus 7, ou encore, c'est un fort dépendant, on aurait pu facilement envisager d'aller vers 35 mg au départ, c'est-à-dire une page de 21 plus une page de 14, que l'on va ensuite diminuer graduellement comme les protocoles qu'on est habitué d'utiliser. Et on voit qu'on peut aller, 40 cigarettes et plus, le regroupement propose même d'y aller d'emblée avec 2 timbres de 21 mg, voire plus, parce qu'il y a certains patients, c'est pas tout le monde. Je reparle des patients chez qui on devrait cibler le tout dans quelques instants, mais il a déjà été utilisé au Canada jusqu'à 84 mg de nicotine chez des fumeurs qui étaient là, vraiment très, très, très importants avec des quantités de cigarettes là, quasiment inimaginables. À ça, on met le petit plus, c'est-à-dire proposer, peu importe laquelle, une formulation de courte action pour nous aider dans notre concept de thérapie d'association. Ça, c'est l'algorithme de CanAdapt, c'est l'algorithme des lignes directrices canadiennes qui, sensiblement, va un peu dans le même sens, un petit peu plus conservateur quant aux grands fumeurs. À 30 cigarettes et plus, on recommande de façon prudente, 28 mg minimalement au départ, mais toujours dans une stratégie de thérapie d'association. L'important que j'aimerais que les gens retiennent, c'est sûr qu'il faut vivre avec nos incertitudes. On aime travailler avec les données probantes. À l'heure actuelle, on manque de données pour nous appuyer cette intervention-là. On le fait par des opinions d'experts et différents documents et de lignes directrices. Donc, au-delà du 21 mg, quels sont les patients chez qui on devrait favoriser ça?
Échec avec les doses standards. Un patient qui a fait une tentative, là, fumait 30 cigarettes par jour, prenons Vincent par exemple, qui aurait tenté déjà un time de 21. On voit que même dans ce cas-ci, présentent des problèmes. Nos gros fumeurs, ceux qui sont fortement dépendants, les gens qui se présentent à vous, qui ont fait de multiples tentatives, ou ceux qui ont des symptômes de sevrage, puis qui le disent plus quand ils arrêtent de fumer, ces gens-là, on devrait viser probablement des doses plus élevées. C'est quoi les données probantes à l'heure actuelle? C'est les suivantes. Il y a à la fois une méta-analyse de Cochrane en 2019, mais aussi un document de l'INES en 2019 qui conclut que l'efficacité et l'innocuité sont peu documentées, mais que tout ça est en lien avec la limite des études. En moyenne, dans les études sur lesquelles on a voulu regarder l'efficacité des hautes doses, la moyenne de dosage était de 14 mg dans ces études-là, au niveau du timbre, par exemple. Donc, on n'a pas beaucoup de données chez les patients qui avaient des doses plus élevées. Donc, c'est des nombres restreints de patients. On a besoin d'aller documenter davantage. Par contre, dans ces études-là, bien que peu documentées, les patients n'ont pas souffert d'effets indésirables fâcheux ou de rapports d'intoxication quelconque. Le rapport de l'INES, vous savez, il va avec, eux travaillent de façon très rigoureuse avec les données probantes actuelles. Donc, ils ne pouvaient pas recommander de dire, bon, allez-y, all-in, puis éclatons et préconisons des doses élevées de timbre de nicotine parce qu'on n'avait pas réussi à avoir des résultats, mais eux-mêmes, dans leurs conclusions, émettent dans leurs principales limites que ce n'était pas des groupes bien ciblés. Quand on réussit à isoler les très, très gros fumeurs dans certaines des études où il y avait beaucoup de patients, c'est là qu'on voit apparaître les bénéfices à augmenter la quantité de nicotine. Mais au départ, je vous dirais, nous sommes des cliniciens, on fait de la clinique, on évalue nos patients. C'est ça qui est important, c'est toute la notion du suivi. Si vous êtes moins confortable d'aller dans des fortes concentrations de timbre de nicotine au départ, vous pouvez vous permettre d'y aller un peu plus modérément. Vous savez, les lignes directrices, là, voyez-vous, dans le cas de Vincent, nous dirait, on y va avec 28 mg, mais il faut être capable de s'ajuster rapidement. Après quelques jours, un patient qui nous appelle ou qui vient nous rencontrer avec toute cette panoplie d'effets secondaires-là, il ne faut pas hésiter à augmenter la concentration pour arriver à un meilleur contrôle. Hein. Le principal effet secondaire au niveau du thème transdermique, c'est l'irritation cutanée. Un patient sur deux, c'est ça qui est souvent le plus problématique. Maux de cœur, céphalée, étourdissement, lorsque les patients sont trop fortement dosés potentiellement. Donc, on est très, très loin de la syncope et de la mort. Là. Donc, le risque d'intoxication est quand même très, très, très limité. Donc, il faut aller au-delà, puis j'espère que vous, comme intervenant, vous allez plus loin que ça. Alors, qu'est-ce que l'on fait avec Vincent? Les options. On passe à la varénicline parce que là, ça ne va pas du tout. On ajoute un time de 14 à son 21. On ajoute un time de 7 au lieu. On approche un peu plus conservatrice. Diminuer la dose de l'olanzapine d'emblée de 12 à 40 parce que là, il y a une interaction médicamenteuse avec son olanzapine. C'est probablement à cause de ça que rien ne va plus. Ou encore, on ajoute du bupropion là-dessus. Chez quelqu'un comme Vincent, là, on niaise pas, on y va avec un time de 21, mais c'est correct aussi si on choisissait d'y aller avec un time de 7, mais vu qu'on a des chances d'avoir des persistances au niveau des symptômes, il utilisait déjà quand même son ad-lib de façon intéressante. Là, on dit 6 à 12 utilisations chez des très gros fumeurs, c'est quand même intéressant. S'il nous avait dit qu'il prenait 1 à 2 fois par jour une pastille, on aurait pu peut-être potentialiser l'intervention à ce niveau-là, qui aurait été quelque chose. Ajouter du bupropion dans un contexte d'un patient avec des antécédents neuropsychiatriques, c'est un petit peu plus touché. Ce n'est pas contre-indiqué de le faire, même, de même que la varénicline. Diminuer la dose d'emblée de l'olanzapine, ça c'est très controversé. Avec la clozapine, on va recommander des fois d'emblée
demander de faire un ajustement de la dose. Vous savez, quand le patient arrête de fumer, il y a une levée de l'induction enzymatique. Donc, les gens peuvent avoir des effets indésirables de leur médication. C'est très variable dans le cas de l'olanzapine, le Zyprexa. Alors, moi, je suis plus dans le réactionnel. C'est-à-dire, s'il y a des effets secondaires typiques là, de son olanzapine, on va à ce moment-là jouer avec les doses, mais pas d'emblée comme tel. Mais il y a des gens qui vont diminuer, dans le cas de la clozapine, du clozaril, vont diminuer là, de 25, voire des fois 30 la dose. Ça peut être correct parce que c'est beaucoup plus marqué avec la clozapine. L'ajout du bupropion dans le contexte actuel n'est peut-être pas l'option qui était la plus favorable pour moi. Je ne m'éterniserai pas là-dessus. Les interactions pharmacocinétiques, il en existe. C'est surtout la caféine, la clozapine et l'olanzapine que je veux que vous reteniez.